Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Antoine Hennemann, qui travaille donc à la partie Jussieu du laboratoire Kastler-Bossel et qui va nous montrer qu'on peut espérer dans un avenir pas trop lointain faire de la mécanique quantique avec des objets macroscopiques. Merci Jacques. Je vais donc effectivement parler de travaux qui ont été réalisés au laboratoire Kastler-Bossel, donc dans l'équipe mesure de bruit fondamentaux, dont les membres sont indiqués ici, donc les membres permanents et les thésaitifs. Donc, comme l'a dit Jacques, notre objectif est d'essayer d'atteindre le régime quantique de systèmes mécaniques macroscopiques. Et comme l'indique le titre dans sa formulation, on n'y est pas encore, puisque c'est vers une observation optique du régime quantique. En fait, on est un peu quand même au début du chemin, qu'on espère pas trop long. Et on espère atteindre ce régime quantique par des méthodes optiques où, en utilisant donc des approches optiques, on va être capable de voir et de contrôler en fait l'état du système macroscopique. Alors je dis qu'on est au début du chemin, on a quand même des résultats récents qui sont prometteurs pour la suite de la route à parcourir et qui pourraient nous laisser penser qu'on n'est quand même pas trop loin d'une issue où on pourrait voir les effets quantiques. Donc au cours de l'exposé, je vais essayer de dégager un peu les concepts sous-jacents à ce qu'on fait et puis le contexte général, avec l'espoir de laisser passer un message qui est qu'en fait actuellement il y a une émergence de travaux expérimentaux et théoriques sur de l'optique ou de l'optique quantique avec des micro-résonateurs. Alors en fait, si on veut voir les fluctuations quantiques d'un objet macroscopique, on a intérêt à prendre un petit objet. Plus l'objet sera massif, plus ses fluctuations quantiques seront petites et difficiles à voir. Et l'idée qu'on a, nous, c'est d'aller utiliser des méthodes optiques ultra sensibles pour détecter les fluctuations de position de cet objet. Donc au cours de l'exposé, je vais vous parler d'abord de micro-résonateurs mécaniques. Je parlerai ensuite de manière un peu générale des mesures en optique et de la sensibilité qu'on peut atteindre, avant de mélanger les deux concepts pour parler de mesures optiques avec des micro-miroirs, et enfin comment, avec des méthodes optiques, agir sur les microsystèmes de façon à les refroidir. Alors, bon, comme vous savez, il y a un grand essor, notamment technologique, sur les microsystèmes ou nanosystèmes, les MEMS ou les NEMS, c'est-à-dire des micro- et nanosystèmes électromécaniques. Ils sont composés de différents matériaux, souvent quand même du silicium, ce qui permet de les coupler à de la microélectronique. Ils sont produits par gravure ou par dépôt de couches. Et les applications sont nombreuses, j'en ai mis quelques-unes là. On peut faire des micromoteurs avec, des accéléromètres, et maintenant vous en trouvez dans tous les airbags de voitures, des capteurs de pression aussi pour le domaine automobile, mais aussi pour des applications médicales. On peut faire des micromiroirs pilotables, ce qui permet de faire de l'optique adaptative. Et un des points forts de ces matériaux qui sont très légers et très petits, c'est de faire des mesures de force. Alors, dans le type d'application un peu plus fondamentale en tant que mesure de force, vous avez la mesure de force, des forces de Casimir entre deux plaques métalliques. Je montre un autre exemple ici, qui est une expérience qui a été faite à San José en 2004, qui est la mesure d'une force produite par le spin d'un électron unique. Donc ce que vous avez ici, c'est un micro-levier en jaune, là. Donc vous avez la photo ici, c'est un micro-levier qui fait une centaine de microns de long, au bout duquel vous avez un petit aimant, ici. Donc ce micro-levier oscille à sa fréquence de résonance naturellement, et en oscillant, la combinaison du petit aimant et de la bobine radiofréquence crée une zone très étroite où on peut avoir, par résonance magnétique, le retournement d'un spin d'un électron. Et donc quand un électron voit son spin retourner, ça va produire par action en retour un effet sur le micro-aimant et donc un effet sur le mouvement du micro-levier que l'on détecte de manière optique. Je reviendrai sur la détection optique un peu plus tard. Donc avec ce type de dispositif, Daniel Rugard a été capable de voir donc le retournement du spin d'un électron unique. Et en termes de force, cette mesure correspond à une sensibilité meilleure que l'attonewton, c'est-à-dire qu'il détecte une force meilleure que 10-18 newtons. Donc on voit qu'on est capable de détecter des très petites forces.
on peut se demander quelles sont les limites de sensibilité qu'on peut atteindre dans la mesure de force. En fait, quand on pousse les capacités technologiques jusqu'à leur maximum, on tombe finalement sur le fait que ce système microscopique est un objet quantique, c'est un oscillateur harmonique quantique qui est le siège de fluctuations quantiques fondamentales. Alors évidemment, c'est un problème ouvert de regarder et de voir les fluctuations quantiques fondamentales d'un système mécanique macroscopique sur le plan expérimental. Par contre, c'est quelque chose qu'on trouve dans tous les bons livres de mécanique quantique. Et il est bien connu qu'un oscillateur harmonique, un système dans un puits de potentiel harmonique, c'est l'énergie du système est quantifiée, avec un écart entre les niveaux d'énergie qui est égal à h bar oméga m, où oméga m c'est la pulsation du mouvement mécanique. Qu'il y a un niveau fondamental qui a une énergie non nulle, ce qui veut dire que l'extension spatiale de la fonction d'onde du système dans cet état fondamental a une largeur non nulle. Alors, si on cherche à voir cet état fondamental et l'extension spatiale de la fonction d'onde correspondante, il y a essentiellement deux conditions. La première, c'est que comme c'est un système macroscopique, mécanique, il est couplé à l'environnement, donc il a une certaine température, ce qui veut dire que les niveaux d'énergie sont en fait peuplés par une distribution d'équilibre thermodynamique. Et si on veut être capable, si on veut être dans l'état fondamental, il faut que l'énergie thermique kT soit plus petite que le quantum d'énergie h bar oméga m. Alors ça, c'est une condition assez contraignante. Si on prend un système mécanique qui oscille au gigahertz, on arrive à une condition que la température doit être plus faible que 50 millikelvin, ce qui est encore raisonnable. Par contre, si on descend en fréquence et qu'on prend des systèmes qui oscillent vers le mégahertz, on arrive à des températures de l'ordre de 50 microkelvin, ce qui n'est clairement plus accessible, en tout cas par les technologies actuelles de cryogénie. Bon, la deuxième condition, c'est qu'on veut voir directement l'extension spatiale de la fonction d'onde. Alors cette extension spatiale, elle est donnée en fait par le théorème d'équipartition de l'énergie, donc l'énergie potentielle reliée à l'énergie dans le mode fondamental, et on trouve une dispersion delta x de l'extension spatiale de 10-17 mètres. Alors là, j'ai pris des paramètres, disons, raisonnables. C'est une masse de 100 microgrammes et une fréquence de résonance de 1 MHz. Donc ça veut dire qu'on est en train de prendre un objet de 100 microgrammes. Typiquement, ça veut dire des objets de l'ordre de la centaine de microns comme taille. Donc on prend un objet d'une centaine de microns qu'on suppose être descendu dans son état quantique. Et à ce moment-là, il faut aller voir ces fluctuations de position à l'échelle du centième de la taille d'un noyau atomique. Alors, expérimentalement, en fait, la notion d'extension spatiale n'est pas toujours très pratique, puisque en fait, c'est un bruit quantique d'opposition qu'on est en train de regarder. En général, on le regarde de façon spectrale, on fait une analyse spectrale de la position du système. Donc, en fait, quand on regarde en fonction de la fréquence d'analyse, le bruit quantique dans l'état fondamental présente une courbe de ce type-là, une courbe lorentzienne, c'est-à-dire que le bruit est essentiellement concentré à la fréquence de résonance, avec une largeur ici qui est donnée par l'amortissement du système, l'amortissement mécanique, donc qui est inversement proportionnel au facteur de qualité mécanique. Voilà, cette courbe-là, c'est pour un facteur de qualité de mécanique 10 puissance 4, qui est une valeur raisonnable pour les microsystèmes. Donc tout ça pour dire que si, quand je parle d'extension spatiale de 10-17 mètres, en fait, ça veut dire que le bruit de position à la fréquence de résonance est de 2-10-18 mètres par racine de Hertz. En fait, la variance, c'est jamais que l'air de ce spectre de bruit. Alors l'unité ici en mètres par racine de Hertz, un peu barbare, c'est en fait une amplitude spectrale de bruit, c'est-à-dire c'est la racine d'une puissance de bruit sur une certaine largeur d'analyse spectrale. Une autre façon de dire, c'est que si on prend un analyseur de spectre, par exemple, qui fonctionne avec une largeur d'analyse de 1 Hertz, le signal qu'on va obtenir est le même que celui d'un mouvement monochromatique ayant une amplitude de 2-10-18 mètres. Donc vous voyez que on est parti d'un système qui est petit, qui fait 100 microns, typiquement de taille, 100 microgrammes, et en fait, si on veut voir ces fluctuations quantiques de point zéro, il faut être capable de voir l'atomètre.
Alors en fait, il existe déjà beaucoup de systèmes sur lesquels on a observé le régime quantique. À ma connaissance, pas des systèmes macroscopiques, mais les systèmes qui existent déjà permettent de servir de guide et de référence pour le travail qu'on veut faire, et aussi montrent l'intérêt qu'on peut avoir à aller chercher ces fluctuations quantiques, puisque ça ouvre la voie à des problèmes comme l'intrication quantique ou la décohérence du système. Donc là, je suis totalement partial, mais je présente deux exemples issus de travaux faits au laboratoire de systèmes quantiques. Donc le premier, c'est le champ électromagnétique dans une cavité micro-ondes. Donc ici, on a une cavité micro-ondes de grande finesse avec un champ qui a pour fréquence une cinquantaine de gigahertz, champ micro-ondes. Donc cette cavité est mise à basse température, typiquement plus petite que le Kelvin, de façon à avoir peu de photons thermiques dans la cavité. Donc en pratique, on a presque le vide de photons ou quelques photons. Et on détecte l'état du champ en envoyant, en faisant passer à travers cette cavité des atomes de Rydberg, des atomes à deux niveaux. Et on détecte l'état atomique après leur interaction avec le champ. Alors en fait, on a à l'intérieur de la cavité une oscillation de Rabi des atomes que l'on détecte à la sortie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la fréquence de l'oscillation de Rabi dépend du nombre de photons présents dans la cavité. Donc en fait, en faisant une analyse spectrale de l'oscillation de Rabi résultante, on est capable de remonter au nombre de photons présents dans la cavité. Et ce qu'on trouve, c'est que le nombre de photons ne peut prendre que des valeurs discrètes. Donc on montre de cette manière que le champ est quantifié dans la cavité, puisque les photons ne peuvent être que 0, 1 ou 2, etc., présents dans la cavité. L'autre exemple, c'est le mouvement d'une particule dans un puits de potentiel. Donc dans ce cas-là, il y a plusieurs expériences comme ça qui ont été menées sur des ions, des électrons. Là, c'est le cas d'atomes neutres de césium dans un micropiège dipolaire. Donc le principe, c'est de prendre deux faisceaux laser qui se croisent ici. Et au niveau du croisement, les deux faisceaux produisent une succession de pièges dipolaires, donc très étroits en extension spatiale et très profonds. Donc en mettant des atomes de césium dans ces pièges et en les refroidissant jusqu'à une température de 4 microkelvin, on arrive à placer les atomes dans l'état fondamental de vibration au fond de ces pièges dipolaires. Alors, comme l'extension spatiale de ces pièges est très petite, je crois que c'est inférieur à 50 microns, on n'a pas une vue directe de l'extension spatiale de la fonction d'onde atomique au fond du piège, mais en fait on fait par temps de vol libre, on coupe le piège et on laisse évoluer les atomes, et en fait on voit après une distribution qui s'est élargie et qui donne en fait la distribution de vitesse initiale au fond du piège. Alors, qu'est-ce que montrent ces deux exemples? D'une part, on a des fréquences très différentes. Là, le mouvement au fond du piège, c'est des fréquences de l'ordre de 80 kHz. Le champ, c'est 50 GHz. En fait, les systèmes mécaniques vont être entre ces deux extrêmes, puisqu'on va essayer de faire des choses entre le mégahertz et le gigahertz. On voit aussi la condition sur la température, qui est beaucoup plus contraignante à basse fréquence qu'à haute fréquence. Bon, je retrouve là l'argument que j'avais dit tout à l'heure. 1 MHz, c'est 50 microkelvin. 1 GHz, c'est 50 millikelvin. Ce que ça montre aussi, c'est qu'en fait, ici, on a une détection indirecte de la quantification en utilisant un système quantique, un atome à deux niveaux, pour sonder l'état quantique du champ. Ici, on a une détection plus directe de la fonction d'onde du système au fond du puits. Bon, même si c'est la vitesse qu'on détecte, c'est pas la position, c'est quand même une détection directe de la fonction d'onde au fond du puits. Alors, les tentatives d'observation du régime quantique de systèmes mécaniques, jusqu'à présent, ont porté sur des systèmes nanométriques, parce que ces systèmes nanométriques ont des fréquences de résonance qui vont être élevées. On monte jusqu'au gigahertz. Et donc, on espère pouvoir les mettre dans leur état fondamental à des températures cryogéniques. Actuellement, on atteint des températures de l'ordre de 50 millikelvin. Donc là, vous avez deux exemples de systèmes nanométriques, l'un à l'université de Maryland et l'autre à l'université de Santa Barbara. Donc ici, vous voyez
le résonateur, c'est ce petit barreau ici, qui fait 10 microns de long typiquement, et qui est très fin, qui résonne à une fréquence de 20 MHz, avec un facteur de qualité très bon, 40 000. Et ici, le résonateur, il se trouve ici, il fait moins de 2 microns. Donc une fréquence de résonance plus élevée, une centaine de MHz. Par contre, un moins bon facteur de qualité. En fait, le facteur de qualité décroît en général avec la taille du système, à cause des effets de rugosité, de surface, etc. Et pour les résonateurs autour du GHz, on descend à 500 seulement de facteur de qualité actuellement. Bon, vous pouvez noter la masse qui est très petite, hein, c'est des picogrammes. Alors, le problème est de détecter les vibrations de ces résonateurs nanométriques. Alors, il y a plusieurs systèmes qui ont été développés. Le plus sensible actuellement, c'est des transistors SET, Single Electron Transistor. Donc, c'est en fait un îlot métallique isolé ici, qui est couplé capacitivement au micro-levier et qui ne peut avoir qu'un nombre entier de charges électroniques. Et on regarde les propriétés de transport du courant électronique entre le drain et la source, qui est modifié en fait par les vibrations du micro-levier. Donc on arrive comme ça à des sensibilités qui sont de l'ordre de, enfin, au mieux actuellement, de 2×10-15 mètres par racine de Hertz. Alors ici vous avez le résultat de l'expérience de Schwab, donc Maryland. Donc en fonction de la température du cryostat, donc de 600 jusqu'à 30 millikelvin, vous avez ici la puissance de bruit détectée par le SET. Alors vous voyez qu'à haute température, la température élevée, enfin ici, quoi, vous avez un comportement linéaire de la puissance détectée en fonction de la température, ce à quoi on s'attend pour le régime classique d'oscillation du micro-résonateur, puisque la variance doit être proportionnelle à l'énergie thermique. On s'attend, quand on passe en régime quantique, à avoir un plateau, puisque la variance va devenir constante, proportionnelle au quanta d'énergie. Alors c'est ce qu'on observe ici, effectivement. On a ici un plateau. Malheureusement, il est atteint pour une température de 50 et quelques millikelvin, alors qu'on s'attend à ce que le régime quantique soit atteint vers le millikelvin. Donc en fait, ici, on a une limite qui n'est pas liée malheureusement au régime quantique, mais c'est ce qui nous gêne ici, c'est le bruit du système de détection, le bruit propre du SET, qui donc limite la capacité de mesure à 2×10-15 mètres par racine de Hertz, ou de manière équivalente à 50 millikelvin. Donc, pour les systèmes nanométriques, c'est ce qu'on fait de mieux pour le moment. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est d'utiliser des systèmes optiques plutôt que capacitifs pour détecter les mouvements du micro-résonateur. Alors, je passe à la deuxième partie qui est la mesure optique, et avec pour enjeu de voir l'atomètre. Alors, vous savez sans doute que maintenant, beaucoup de mesures optiques sont réalisées, beaucoup de mesures de distance, pardon, sont réalisées de manière optique. Donc là, vous en avez un qui est tiré de la vie courante, vous avez peut-être déjà rencontré, qui est le télémètre laser, qui sert de radar. Donc là, le principe, c'est simplement vous envoyez un faisceau laser jusqu'à l'obstacle qui est votre voiture, et vous détectez le temps d'aller-retour. Avec ça, vous avez une précision typiquement de l'ordre du millimètre, qui est limitée en fait par l'électronique derrière. Ici, vous avez un exemple plus scientifique, c'est le laser Terre-Lune, qui mesure donc la distance entre la Terre et la Lune, en envoyant par l'intermédiaire d'un télescope un faisceau laser qui se réfléchit sur les coins cubes déposés par les missions Apollo. Là encore, on a une résolution de l'ordre du millimètre, cette fois-ci limitée par les perturbations atmosphériques. Si on veut aller plus loin, en fait, il faut utiliser des mesures interférométriques, c'est-à-dire on prend un faisceau laser, on le coupe en deux bras, ces deux bras parcourent des chemins différents, on remélange, et à ce moment-là, on obtient des franges d'interférence qui ont une longueur égale à la longueur d'onde optique. Ce qui veut dire que si on bouge la longueur de l'un des bras par rapport à l'autre, donc si on fait un déplacement une différence de longueur des bras ici, on va, si on est à mi-frange d'interférence, obtenir en sortie une variation d'intensité qui est simplement proportionnelle au rapport de la différence de longueur qu'on veut voir sur la longueur d'onde. Donc il y a beaucoup de systèmes qui utilisent des mesures interférométriques comme mesure des distances, enfin mesure relative de distance. Par exemple, l'expérience de Rugard
de détection du spin d'un électron unique est réalisé de manière interférométrique. En fait, on utilise une fibre. La sortie de la fibre se réfléchit partiellement sur le micro-levier et on récupère une partie du faisceau. Alors vous allez me dire, où est l'interférence là-dedans? En fait, le bout de la fibre se comporte comme une lame légèrement réfléchissante. Donc en fait, on a un faisceau qui est directement réfléchi par le bout de la fibre et l'autre qui traverse, qui est réfléchi par le micro-levier et qui est renvoyé dans la fibre. Donc c'est ça les deux ondes qui interfèrent et qui vont donc dépendre de cette distance-ci, donc du mouvement du micro-levier. Avec ça, on arrive donc à une sensibilité de l'ordre de l'angstrom ou meilleure que l'angstrom. Si on veut aller encore plus loin, il faut utiliser des cavités. Donc comme vous le savez, une cavité c'est deux miroirs, l'un en face de l'autre. Donc là, le micro-levier dont on veut mesurer la position est un miroir standard. Quand la longueur de la cavité est un demi-multiple de la longueur d'onde, on a une résonance optique, c'est-à-dire que l'intensité dans la cavité est maximale. Et si on change la longueur de la cavité autour de cette valeur maximale, l'intensité dans la cavité parcourt un pic d'Airy avec une largeur qui est lambda sur 2f, donc longueur d'onde, divisée par la finesse de la cavité. Finesse de la cavité qui représente à peu près le nombre d'allers-retours que fait la lumière dans la cavité avant de ressortir. Bon, un autre point important, c'est que quand on traverse la résonance optique, la phase du champ réfléchi par la cavité évolue rapidement de moins pi à pi, et la pente est maximale à résonance. Et si on a une variation de longueur de la cavité due par exemple au mouvement du micro-miroir, on va se retrouver avec une variation de phase en sortie qui est donnée par donc le rapport delta x sur lambda, comme tout à l'heure pour l'interféromètre, mais multiplié par la finesse de la cavité. Alors la finesse de cavité, ça peut être plusieurs milliers, donc on voit qu'on gagne par rapport aux mesures interférométriques ce facteur relié à la finesse de cavité. Donc ça, on l'avait fait la démonstration expérimentale il y a quelques années avec des miroirs conventionnels. Alors conventionnels par leur géométrie, ils sont représentés là, hein, la cavité est là. C'est deux miroirs en fait de 1 pouce de diamètre, très proches l'un de l'autre. La distance entre les deux miroirs est de 0,1 mm. Alors ils sont conventionnels par la géométrie, mais ils ne sont pas conventionnels par leur qualité optique. Ils ont été fabriqués par le laboratoire des matériaux avancés à Lyon, qui fabrique les miroirs pour l'interféromètre gravitationnel Virgo. Et en fait, actuellement, les miroirs qu'on utilise permettent d'atteindre des finesses de l'ordre de 230 000. C'est-à-dire qu'en fait, quand le photon arrive sur le miroir, il n'a que 20 chances sur 1 million de sortir de la cavité. Sinon, il se recycle dans la cavité. Alors cette cavité, elle est là. On envoie dedans un faisceau laser très propre, c'est-à-dire il est asservi en fréquence, asservi en intensité et filtré spatialement. Et on mesure la phase du faisceau réfléchi avec ce qu'on appelle une détection homodine, qui consiste à faire battre le faisceau réfléchi avec un oscillateur local qui est dérivé du faisceau incident. Et de cette manière, on remonte à la variation de phase produite par la cavité dans ce bras-là. Alors voici typiquement ce qu'on observe. Donc ça, c'est le spectre de bruit de 100 kHz à 500 kHz. Donc là, l'échelle, c'est des bruits de position hein, en mètres par cine de hertz. Ici, vous avez 10-19 mètres par cine de hertz, 10-18 mètres par cine de hertz. En bleu, c'est ce qu'on observe donc à température ambiante. Et ce qu'on voit, c'est le bruit thermique des deux miroirs de la cavité qui se présentent sous la forme de pics à chaque résonance, à chaque mode acoustique des miroirs. Le fond est donné par le bruit quantique de la lumière. Et vous voyez qu'on arrive à une sensibilité qui est de 10-20 mètres par cine de hertz. Donc on est nettement en dessous de l'atomètre. On peut se demander d'ailleurs quelles sont les limites de sensibilité dans ce type de mesure. Donc j'ai écrit tout à l'heure que la phase du faisceau réfléchi était égale au signal divisé par la longueur d'onde et multiplié par la finesse. Donc il faut comparer ça au bruit qu'on a dans le système. Si on a pu éliminer tous les bruits technologiques et classiques, les bruits qui restent sont les bruits quantiques du faisceau lumineux. Parce que ici on mesure une phase d'un faisceau lumineux. Cette phase a des fluctuations quantiques qui sont en fait reliées aux fluctuations quantiques de phase du laser incident. Et puis on a un effet d'action en retour de la mesure sur le système mesuré, comme toujours quand on fait des mesures en mécanique quantique, c'est-à-dire que la lumière dans la cavité va agir sur les miroirs par la force de pression radiation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un photon va se réfléchir sur le miroir,
il va avoir un échange d'impulsion 2H bar K avec le miroir, qui va se traduire par une force de pression en radiation sur le miroir, donc proportionnelle à 2H bar K, et proportionnelle au flux de photons dans la cavité. Ce flux de photons est une variable qui fluctue, qui a des fluctuations quantiques, et donc ils vont produire un bruit ici de position, delta X rad, un bruit quantique de position corrélé au bruit quantique d'intensité du faisceau lumineux. Donc l'existence de ces deux bruits, bruit de phase et bruit d'intensité, donc bruit de pression et de radiation, conduit à l'existence de limites quantiques dans les mesures, qui jouent un rôle important, par exemple, pour les futures antennes gravitationnelles. Mais au-delà de ces problèmes de limites quantiques, la pression en radiation peut être utilisée pour créer des effets mécaniques à l'intérieur d'une cavité optique entre un miroir et la lumière. Donc c'est ce qu'on appelle le couplage automécanique, qui donc couple ces deux systèmes. Pourquoi? Parce que d'une part, on vient de voir que le miroir va se déplacer sous l'effet de la pression en radiation, ce qui veut dire qu'on va avoir des corrélations quantiques entre la position du miroir et l'intensité qui arrive sur le miroir. Et d'autre part, si le miroir bouge, le chemin optique suivi par la lumière est modifié, donc la phase du faisceau réfléchi va dépendre du bruit de position du miroir. Donc on crée de cette manière des corrélations quantiques entre la phase du faisceau réfléchi, l'intensité incidente, par l'intermédiaire de la position du miroir. Et ça, c'est équivalent à un milieu clair placé dans une cavité. Et comme dans le cas du milieu clair placé dans une cavité, on peut faire différents types d'effets quantiques avec ça. Le squeezing, par exemple, la génération d'états comprimés, ou encore la possibilité de mesurer quantiquement et sans détruire un faisceau lumineux, ou encore de l'intrication quantique entre la lumière et un miroir, etc. Donc là, j'illustre ce que je dis par un système simple qui est la mesure quantique non destructive de la lumière. L'idée, c'est simplement, vous prenez un faisceau signal, vous l'envoyez dans la cavité, il va faire bouger le miroir, et on utilise un faisceau sonde moins intense pour venir sonder la position du miroir. Donc de cette manière, ici, on mesure l'intensité du faisceau signal, qui lui est simplement réfléchi, et donc n'est pas perturbé. Alors pour tous ces effets mécaniques de la pression en radiation, donc au niveau quantique, on peut se poser la question quel est le bon choix du miroir mobile. En fait, les critères sont marqués là. D'abord, il faut être en régime quantique pour le système, donc ça veut dire qu'il faut avoir éliminé tous les bruits techniques, et donc il y a intérêt à se placer à haute fréquence typiquement de 1 à 10 MHz. Ensuite, on a intérêt à augmenter le plus possible les effets mécaniques de pression en radiation sur le miroir, donc utiliser un miroir qui a une masse la plus faible possible. Bon, 100 microgrammes, c'est bien. Donc 100 microgrammes, ça veut dire, comme on l'a vu, des distances typiquement de l'ordre de 100 microns, des tailles de l'ordre de 100 microns pour le miroir. Et le dernier point, c'est qu'on doit éliminer le bruit thermique du miroir. Donc ça, il faut se placer à basse température. En fait, c'est beaucoup moins contraignant que pour atteindre le régime quantique du miroir. Ici, les températures, c'est plutôt de l'ordre de quelques Kelvin. Et il faut que le facteur de qualité mécanique soit le plus élevé possible, typiquement 10 puissance 5, ce qui impose de se travailler à basse température et dans le vide. Donc vous voyez que pour toutes ces conditions, en fait, les micro-résonateurs sont de bons candidats. Donc c'est pour ces raisons qu'on a décidé de réaliser des mesures optiques avec des micro-miroirs. Alors, réaliser des mesures optiques avec des micro-miroirs, ça veut dire qu'on doit être capable, donc on prend un micro-résonateur, et on doit être capable de déposer dessus un miroir et de l'utiliser pour faire une cavité grande finesse. Alors ça veut dire qu'on ne va pas utiliser des résonateurs de taille nanométrique, parce qu'on ne va pas être capable de faire avec des faisceaux lumineux qui font quand même quelques microns de diamètre, on ne va pas être capable de faire de cavités grande finesse. Donc on va plutôt utiliser des objets de taille micrométrique, ce qui veut dire des fréquences de résonance qui vont être plus basses que dans le cas nanométrique. On n'espère pas aller beaucoup au-delà de 10 MHz. Par contre, on s'attend à une meilleure sensibilité. Nous allons voir que dans notre expérience, on a une sensibilité qui est de l'ordre de 10-19 mètres par racine de Hertz. Bon, un inconvénient aussi, du fait de la fréquence de résonance basse, c'est que la température qu'il faut atteindre pour atteindre le régime quantique est plus faible, de l'ordre de 100 microkelvin. Et ça, on ne peut pas le faire par des moyens cryogéniques standards. Et donc, on va avoir besoin de faire de la cryogénie plus un système de refroidissement actif. Donc là, vous avez une photo, donc un miroir normal et nos micro-résonateurs, là c'est les petites languettes, enfin, je vais y revenir. Donc, expérimentalement, on a donc fabriqué des micro-résonateurs en collaboration avec Lézier. Donc on est parti d'un wafer ici en silicium, qui a été gravé par gravure DRIE. Donc c'est une technique qui permet d'avoir des structures assez propres
bien que le substrat soit assez épais. Pour ces premiers tests, on a décidé d'utiliser des résonateurs de taille un peu plus grande que ce qu'on vise finalement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des tailles de l'ordre de 10 à 100 microns, on a des tailles qui sont plutôt du millimètre pour la longueur, 400 microns pour la largeur et 60 microns pour l'épaisseur. Donc ça, typiquement, ça veut dire des masses de l'ordre de 100 microgrammes. Et on a essayé différentes géométries. Là, vous voyez un tremplin. Là, vous voyez un disque avec des ponts de suspension. Et on a aussi des poutres, que je ne vais pas représenter là, c'est-à-dire une poutre accrochée au debout, enfin, comme celle-ci. Alors pourquoi différentes géométries? Parce qu'en fait, il faut essayer de trouver un bon mode de vibration du résonateur pour avoir un bon facteur de qualité. Celui-là, par exemple, ça c'est une simulation numérique d'un mode, d'une poutre, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? D'abord parce que quand on va appliquer le faisceau lumineux au centre de la structure, on est sur un nœud de vibration, donc en fait on ne va rien voir. Ensuite, vous voyez que les bords de cette poutre sont fortement sollicités par le mouvement, ce qui veut dire qu'on va avoir un fort couplage avec le support, avec le wafer, et donc un mauvais facteur de qualité. Donc on a essayé différentes géométries, et ce qu'on vise, c'est un facteur de qualité de 10 puissance 4 dans le vide. Alors sur ces micro-résonateurs, on a déposé des miroirs, ça a été fait en collaboration avec le LMA à Lyon. Et on a fait des tests de déformation des structures, des contraintes liées au dépôt des couches à l'ESPCI. Alors déposer des miroirs sur des petites structures comme ça avec des trous, ça n'a pas été simple. Là vous voyez un exemple de raté. Donc en fait vous avez la structure ici en blanc, et là c'est là le dépôt du miroir qui n'a pas accroché partout, et donc qui est inexploitable. Cela dit, ils ont réussi à en faire quand même quelques exemplaires très beaux. Là, vous avez un exemple, celui qui nous a servi en fait par la suite. Donc ici, vous avez une plaque qui fait 1 cm². Vous avez 4 structures qui sont donc des poutres de différentes largeurs, 1 mm de long chacune. Et puis en irisé ici bleu, c'est les couches diélectriques qui ont été déposées. Alors ces miroirs, on les a montés, ces micro-miroirs, on les a montés dans une cavité. Donc le micro-miroir et un miroir standard devant. Dans un système mécanique qui permet de déplacer de manière très précise le micro-miroir tout en gardant son parallélisme, parce que le parallélisme définit l'axe optique du faisceau lumineux dans la cavité, et on veut pouvoir positionner très précisément le micro-résonateur par rapport à cet axe optique. Alors c'est des miroirs d'excellente qualité puisqu'on a obtenu des finesses de 30 000, ce qui veut dire des pertes de 100 parts par million. Alors voici le montage expérimental. Donc la cavité se trouve ici, avec le micro-miroir. Elle est placée sous vide et régulée en température de façon à éliminer les dérives thermiques. Vous avez la source laser, tout ça, qui est composée donc d'un laser YAG, qui est asservi en intensité par ici. Donc on mesure l'intensité, une partie du faisceau d'intensité là, et on vient réagir sur une porte analogique. Et puis le faisceau est filtré spatialement en traversant une cavité triangulaire qui est asservie par tilt locking. Donc le faisceau est ensuite envoyé dans la cavité et on utilise une technique qui s'appelle Point Driver Hall pour détecter les mouvements du micro-miroir. En 2 mots, on fait une modulation de phase, on crée des bandes latérales sur le faisceau incident qui correspond à une modulation de phase du faisceau incident et on regarde à la sortie le battement entre ces bandes latérales et la porteuse qui a traversé la cavité et qui est plus ou moins résonante avec la cavité. Et c'est le battement entre ces 2 bandes latérales et porteuses qui nous donne une information sur l'écart entre la fréquence du laser et la résonance de la cavité. Donc ce signal d'erreur est utilisé à basse fréquence pour piloter la fréquence du laser de façon à se mettre sur la résonance de la cavité. Et d'autre part, à plus haute fréquence, c'est lui qui nous fournit le signal utile, c'est-à-dire l'information sur les déplacements du micro-miroir. La dernière partie ici, c'est une possibilité d'excitation électrostatique du micro-miroir. Donc en fait, on approche une pointe par derrière et on profite du fait que la surface est en silicium, le micro-miroir est en silicium, et donc légèrement conducteur, pour qu'en appliquant une haute tension sur la pointe, on est capable d'appliquer des forces qui sont de l'ordre du nanonewton, et donc qui vont produire des déplacements énormes pour nous, qui sont des picomètres. Alors voici le bruit thermique qu'on a observé. Donc là, de 0 à 4 MHz en échelle horizontale.
calibré en déplacement du micro-miroir, 10-19 mètres par racine de Hertz, 10-18, etc. jusqu'à 10-14. Alors c'est la courbe en noir, la courbe expérimentale. Qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit quelques pics bien isolés, très fins, et de forte amplitude, jusqu'à 10-15 mètres par racine de Hertz. Et ces pics correspondent en fait au mode de vibration du micro-miroir, comme en témoigne la courbe rouge, qui est une simulation par élément fini des modes qu'on s'attend à voir. Le reste, c'est des bruits. Donc on a le bruit de fréquence du laser en dessous du mégahertz, et le bruit quantique de la lumière en bleu ici, au-dessus du mégahertz, donc qui nous amène à une sensibilité de 4-10-19 mètres par racine de Hertz autour du mégahertz. Donc on peut maintenant regarder de plus près, s'intéresser de plus près à un mode particulier. Donc en fait, on a travaillé essentiellement sur ce mode-ci à 800 kHz. Et donc quand on le regarde de plus près, donc là le bruit thermique, pris sur une échelle de 810 à 818 kHz, on voit qu'on a une forme parfaitement lorentzienne, comme on s'y attend, que l'on peut comparer d'ailleurs à la réponse à la force électrostatique ici, appliquée donc par la pointe, une force de 1 Newton, et au fit en pointillé, qui est un fit lorentzien de la réponse. Donc tout ça colle bien ensemble, ce qui veut dire qu'on voit bien le bruit thermique et qu'on est capable de déduire les paramètres du mode, c'est-à-dire la fréquence de résonance, la masse qui est de 190 microgrammes et le facteur de qualité qui est de 8000. Alors quand on regarde ce que donnent les simulations pour cette structure qui est donc un pont comme ça, le mode qui correspond le plus, c'est celui-là, qui est donc un mode de déformation transverse du pont. Et ça, c'est des modes qui sont intéressants en fait parce qu'ils ne bougent pas au niveau des fixations avec le wafer. Et ce qui veut dire qu'on a très peu de couplage entre le mode et le wafer, et donc on a des bons facteurs de qualité. Bon, en fait, on a pu l'identifier par ailleurs en déplaçant le résonateur par rapport à l'axe optique de la cavité. On a pu en fait sonder ce profil ici et retrouver effectivement qu'on a un ventre, un nœud, un ventre, un nœud, etc. Bon, je reviens maintenant, donc on a des modes qui sont raisonnablement bons, disons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on peut aller vers le régime quantique? Donc j'ai représenté ici un diagramme où j'ai reporté les différentes expériences en cours. Donc en fonction de la fréquence, ici de 100 kHz jusqu'à 10 GHz. Ici la masse vers le bas, de 1 femtogramme jusqu'à 1 mg. Donc les différentes expériences caractérisées donc, par la fréquence de résonance du système et sa masse. Alors vous avez en vert ici tous les systèmes nanométriques, donc qui se trouvent à des fréquences allant de 20 MHz à 1,5 GHz et qui se trouvent à des masses faibles. Et vous avez ici les expériences faites avec des systèmes optiques, des micro-résonateurs. Donc ici, c'est notre expérience. Ici, c'est d'autres expériences dont je vais parler un peu plus tard, mais qui sont plutôt à plus basse fréquence. Et puis, ici, c'est là où on aimerait aller en utilisant des résonateurs plus petits. Vous voyez, il y a vraiment deux zones. Alors, le premier critère, c'est la température quantique. La température quantique qu'il faut atteindre, elle est directement proportionnelle à la fréquence. Donc, typiquement, si on travaille à 20 MHz, ce point-là ou ce point-là, il faut être au millikelvin. Le deuxième critère, c'est quelles sont les vibrations dans l'état fondamental. Donc, j'ai représenté donc, en bleu ici, c'est le niveau de bruit à résonance. Donc, typiquement, c'est quelque chose qui dépend à la fois de la masse et de la fréquence, et en fait aussi du facteur de qualité. Là, pour tous les systèmes, j'ai pris un facteur de qualité de 10 puissance 4, donc typique, disons, mais qui est quand même plutôt optimiste, disons, pour les systèmes nanométriques à haute fréquence. Bon, quoi qu'il en soit, ce qu'on voit sur cette figure, c'est que, par exemple, dans notre situation actuelle, notre limite de sensibilité représentée ici par ce petit bâton bleu, et en fait, on a déjà la sensibilité suffisante pour voir les fluctuations quantiques de position dans l'état fondamental de notre système, si on était capable de l'amener, au niveau de la température, dans cet état-là. Et de même, dans le système qui est prévu plus tard, on a une marge confortable normalement de sensibilité pour voir ces fluctuations quantiques de position. Par contre, dans le cas ici de l'expérience avec nanométrique, la limite de sensibilité est ici, alors que le bruit attendu est ici, donc il manque un facteur 10 à peu près en sensibilité.
Bon, le dernier point, c'est la température à laquelle on est actuellement. Alors, pour les systèmes nanométriques, le meilleur, c'est celui-là, donc l'expérience de Schwab, donc qui est actuellement autour de 56 millikelvin. Donc encore quelques 2 heures de grandeur à gagner, un peu moins. Nous, actuellement, on est au-delà de la courbe, là on est à 300 Kelvin. Bon, on espère à l'avenir quand même travailler en régime cryogénique standard, disons autour de Kelvin ou un peu moins. Mais on a quand même disons 3 heures de grandeur à gagner. Donc ça veut dire qu'on ne va pas être capable d'atteindre des températures de ce type-là avec de la cryogénie classique. Donc on est amené à faire du refroidissement actif. Donc j'en viens maintenant à ma dernière partie sur le refroidissement du micro-résonateur. Alors, pour refroidir un système mécanique comme ça, on peut penser naïvement déjà augmenter la friction. Essayer de geler le mouvement d'une manière ou d'une autre en augmentant la friction. Alors ça, c'est assez simple de se rendre compte que ça ne marche pas. Bon, là, je fais un modèle tout bête en représentant la friction par des gaz, enfin des collisions avec des molécules autour du miroir. Ces molécules étant à la température T, elles ont effectivement un effet de friction si le miroir bouge, mais comme il y a des collisions, il y a aussi un effet de bruit, de fluctuation qui vont faire que le miroir se déplace, et en fin de compte, il y a une thermalisation, et le miroir se retrouve à la même température T. Donc c'est le théorème fluctuation-dissipation. Pour augmenter la friction, on augmente le nombre de particules, mais comme c'est toujours des particules à température ambiante, eh bien, on ne fait rien sur la température, on reste thermalisé à la température T. Donc ça se traduit ici par les spectres. Donc, en augmentant la friction, on passe du spectre rouge au spectre bleu. Donc on élargit le spectre puisqu'on augmente l'amortissement. Mais par contre, on ne change pas la température, ce qui se traduit par le fait que l'air du spectre est conservé. Donc si on veut refroidir, en fait, il faut faire de la friction froide, c'est-à-dire augmenter la friction mais sans ajouter de bruit. L'autre façon de dire, c'est qu'il faut qu'on couple, par cet amortissement supplémentaire, il faut qu'on couple le système à un bain qui est à température nulle. Donc ça, on peut le faire expérimentalement, puisqu'on est capable de mesurer le déplacement du miroir, on est capable d'en déduire sa vitesse, et par un système de contrôle, de venir appliquer une force proportionnelle à la vitesse. Donc on va comme ça créer une force de friction supplémentaire, mais qui n'a pas de fluctuation associée. Et ce que dit le théorème fluctuation-dissipation, c'est simplement qu'on va réduire la température du système de manière inversement proportionnelle à l'accroissement de l'amortissement qu'on crée par la friction froide. Alors, au niveau des spectres, voilà ce qu'on obtient. En partant du spectre rouge sans le système de contrôle, quand on augmente le gain de la boucle de contrôle, quand on augmente la friction froide, on élargit les spectres, mais on diminue l'air. Donc on diminue la température. Un autre point important qu'on a pu montrer, c'est que si on pousse ce mécanisme jusqu'à ses limites, on va arriver à température nulle et on atteint le régime quantique du miroir. C'est-à-dire que là, ici, on fait une mesure, donc on a des effets de pression-radiation qui viennent perturber le mouvement du miroir, on a des limites quantiques ici, mais en fait, ces effets de pression-radiation sont à l'intérieur de la boucle de friction froide et sont contrôlés par cette boucle de friction froide. Et en fin de compte, si on se débrouille bien, et si on travaille de manière optimale, on est capable, par ce processus de friction froide, de descendre jusqu'à l'état fondamental du système. Donc on a observé la friction froide avec notre micro-miroir, en appliquant la force de friction froide à l'aide du système électrostatique. Alors comme on s'intéresse à un mode particulier, en fait, sur une plage de fréquence relativement réduite, pour faire la force proportionnelle à la vitesse, en fait, on utilise simplement un filtre passe-bande qui sélectionne la bonne plage de fréquence, et puis un déphaseur. Et voilà ce qu'on obtient. Donc en partant du bruit thermique à température ambiante, quand on augmente le gain de la boucle de contrôle, on voit qu'on élargit les spectres et on les réduit au niveau de l'air, donc on réduit la température. Donc ici, c'est les points expérimentaux. On passe de 300 Kelvin à 5 Kelvin, et en bleu, c'est la courbe théorique qui colle bien avec les points expérimentaux. Donc ça, c'était le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme que je voudrais décrire, c'est lié aux effets dynamiques de la pression-radiation dans la cavité. Donc en fait, jusqu'à présent, j'ai considéré des cavités qui sont à résonance, c'est-à-dire qu'on est en ce point-ci, où l'intensité dans la cavité dépend de pas grand-chose, et donc les effets de pression-radiation dépendent de pas grand-chose, et sont plutôt une perturbation pour le système. Il y a le bruit quantique,
les fluctuations quantiques de pression de radiation, qui vont venir perturber le mouvement du miroir. Qu'est-ce qui se passe si on se désaccorde? C'est-à-dire si au lieu de travailler à résonance, on travaille sur le flanc du pic d'Airy, par exemple en ce point-là. Maintenant, la force de pression de radiation va dépendre du déplacement du miroir. Par exemple, si le miroir se rapproche de la résonance, donc se dépasse par là, l'intensité dans la cavité va augmenter, donc la force de pression de radiation va augmenter, et ça va avoir tendance à repousser le miroir vers la droite. Donc en fait, la force de pression de radiation va se comporter comme une force de rappel, dans ce cas-là, qui est proportionnelle à la pente sur le pic d'Airy, donc force proportionnelle d'une part au déplacement et d'autre part à la pente. Donc c'est une force qui peut être de rappel ou répulsive selon le flanc sur lequel on est du pic d'Airy, et qui va donc se traduire par une modification de la raideur du miroir. C'est ce qu'on appelle en fait le ressort optique. La lumière dans la cavité se comporte comme un ressort supplémentaire pour le miroir. Alors, augmenter la raideur ou la diminuer, ça ne refroidit pas. Par contre, dans notre configuration, on a une cavité de grande finesse, ce qui veut dire que le temps de stockage de la lumière dans la cavité peut être de l'ordre de la fréquence d'oscillation du miroir. Dans ce cas-là, quand le miroir bouge, on a un retour d'effet par la force de pression de radiation qui est retardé du fait du temps de stockage dans la cavité. Et donc la force, au lieu d'être directement proportionnelle à la position, a une composante retardée qui va être proportionnelle à la vitesse. Donc on se retrouve en présence de nouveau d'une force de type visqueuse, sans bruit ajouté, c'est-à-dire un amortissement qui va être proportionnel à la pente sur le pic d'Airy. Donc comme dans le cas de la friction froide, on va pouvoir refroidir le miroir par ce système-là, ou même le réchauffer si on n'est pas sur la bonne pente. Alors c'est ce qu'on a fait expérimentalement. Donc ici, toujours le spectre de bruit thermique à température ambiante. J'ai réduit l'échelle horizontale de fréquence, donc le spectre paraît plus large. Si on fait un désaccord négatif, on observe un très net refroidissement du miroir, donc élargissement, l'amortissement augmente, la friction optique est positive, et donc refroidit le miroir. Si on part du côté du désaccord positif, on a l'effet inverse, on a un affinement du pic, ce qui veut dire qu'on ajoute, enfin, on fait de l'antifriction, une friction négative, et on a un chauffage puisque l'air augmente. Alors ça, c'est les valeurs exprimées en température, donc le point rouge. Donc en fait, on refroidit jusqu'à 10 Kelvin et on chauffe jusqu'à 2000 Kelvin, en bon accord avec un modèle théorique. Alors on peut regarder d'un peu plus près comment cette friction optique modifie les caractéristiques, la dynamique du miroir. Donc là, par exemple, c'est la façon dont l'amortissement est modifié. Donc tous les points, chaque point, c'est un spectre, donc fait pour différents désaccords de la cavité. Donc là, à 0, on est à résonance. Là, désaccord négatif. Là, désaccord positif. Et ce qu'on reporte ici, c'est l'amortissement du miroir, donc son amortissement naturel, plus la friction optique. Donc quand on part par là, c'est qu'on ajoute de la friction optique, et quand on part par là, c'est que la friction optique est négative. Donc on voit que, alors ça, les 5 courbes sont tenues pour des puissances incidentes différentes, du plus faible au plus fort. Et ce qu'on voit, c'est que la friction optique a un effet maximal lorsqu'on est à mi-pente sur le pic d'Airy du côté négatif, et pour une puissance incidente maximale. Donc ça, c'est ce qu'on s'attend, c'est assez logique. Par contre, la chose intéressante, c'est que les courbes théoriques ici, qui sont en bon accord donc avec les points expérimentaux, c'est des ajustements avec un seul paramètre ajustable, qui est la puissance lumineuse dans la cavité nécessaire pour faire cette friction optique. Alors là, ce que j'ai reporté, c'est les paramètres d'ajustement, c'est-à-dire la puissance qui est nécessaire pour faire ces effets de modification dynamique, en fonction de la puissance incidente ici. Donc on voit que ça s'aligne sur une droite. Et non seulement ça s'aligne sur une droite, mais en plus, cette droite, c'est la puissance attendue d'après les caractéristiques de la cavité. Donc c'est la puissance auquel on s'attend pour une puissance incidente donnée, connaissant les caractéristiques optiques telles que les pertes et les transmissions des miroirs. Donc c'est une caractérisation complètement indépendante. Et tout ça, ce que ça dit, c'est que l'effet ici est entièrement explicable
par la puissance réelle qu'on a dans la cavité, ce qui veut dire que ces effets de refroidissement par friction optique ne sont effectivement dus qu'à la pression en radiation. En d'autres termes, on n'a pas d'effet parasite, comme par exemple des effets thermiques qu'on pourrait avoir si la lumière dans la cavité était absorbée par le miroir. Il y aurait des effets de chauffage qui peuvent induire des déformations et donc des effets de friction un peu similaires. Le dernier point, donc, c'est... oui, j'ai oublié de dire, sur le précédent. Ici, on voit que donc, on peut augmenter l'amortissement, donc refroidir. On peut aussi réduire l'amortissement. Et à un moment, on arrive à un amortissement nul, dans ces points-là. Amortissement nul, ça veut dire que le système n'est plus amorti, donc il part naturellement en oscillation. Alors ça, c'est effectivement ce qu'on a vu, et qui est représenté peut-être plus facilement sur ce diagramme-là. Donc ça, c'est un diagramme en fonction du désaccord, la puissance dans la cavité. Donc en fait, pour 5 jeux de puissance incidente, on a 5 pics d'Airy. La puissance dans la cavité parcourt les pics d'Airy pour chaque puissance incidente. Et le code des couleurs, c'est bleu, froid, vert, inchangé, rouge, chaud. Alors ce qu'on voit, c'est que c'est au plus froid dans cette zone-ci. Donc ça, c'est la zone où on a la pente maximale, donc la friction optique maximale. Et alors les courbes en très plein, là, et la zone instable, sont des caractérisations théoriques, sans aucun paramètre ajustable, d'iso-température. Et en particulier, la zone instable, ici, c'est la zone où l'amortissement est nul. Donc on voit qu'effectivement, on s'approche, sans entrer dedans de la zone instable. Et quand on est proche de la zone instable, on est dans la situation où on est le plus chauffé, parce que le pic est très peu amorti et il est très chaud. Bon, en fait, on peut se mettre dans la zone instable, et à ce moment-là, on voit effectivement l'oscillation du miroir, l'oscillation spontanée du miroir, avec des amplitudes typiques de l'ordre de 10 pitomètres. Alors voici, pour finir, les autres expériences dans le monde qui ont vu récemment des effets soit d'instabilité paramétrique, comme je viens de montrer, soit des effets de friction optique, enfin de refroidissement. En fait, les 3 expériences ici, avec des microstructures sur lesquelles sont déposés des miroirs, sont les 3 expériences que j'avais mises sur le diagramme pour voir la distance aux effets quantiques, et qui étaient plutôt à plus basse fréquence que la nôtre. Alors en fait, ils ont aussi des facteurs de qualité des facteurs de qualité optique qui sont plutôt moins bons que dans notre cas, ce qui fait qu'ils ont des cavités de moins grande finesse, mais aussi les effets de pression de radiation sont en partie masqués par des effets thermiques du fait de l'absorption de la lumière dans le miroir. Voilà, donc pour conclure, ce que nous avons fait, c'est de réaliser un micro-résonateur avec lequel nous avons pu faire des mesures optiques à l'échelle de 10-19 mètres par racine de Hertz. On a démontré la possibilité de refroidir ce micro-résonateur jusqu'à des températures très basses, donc en partant de la température ambiante bien sûr, soit par friction froide, par une boucle de contre-réaction, soit par friction optique à l'intérieur de la cavité. On a vu aussi des effets dynamiques d'instabilité paramétrique qui joueront sans doute un rôle important dans les futures antennes gravitationnelles. Alors ce qu'il reste à faire, c'est essentiellement d'utiliser maintenant des résonateurs plus petits, plus faible masse, avec une meilleure isolation mécanique de façon à augmenter les facteurs de qualité mécanique. Aussi des bonnes, enfin encore meilleures qualités optiques de façon à augmenter la finesse de la cavité et la sensibilité de la mesure. Et puis passer à basse température dans un cryostat. Donc nos objectifs sont en fait de 2 ordres. Les effets quantiques de la pression en radiation et du couplage optomécanique dont j'ai un peu parlé. Et puis évidemment atteindre le régime quantique du micro-oscillateur. Je vous remercie. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Dans la cavité, il y a 2 miroirs. Donc, les amortissements, la viscosité électronique qui est créée par la boucle et l'autre amortissement ne concernent qu'un des 2 miroirs. L'autre miroir étant la corde vibrante. Dans le cas des micro-miroirs, on a un micro-miroir et un miroir traditionnel. Oui. Donc les résonances sont complètement différentes. Hein. Le micro-miroir, enfin, c'est le spectre que j'avais montré. Le spectre expérimental du bruit thermique, celui-là. En fait, ici, c'est les résonances du micro-miroir
donc qui ont des amplitudes de l'ordre de 10-15 à 10-14 mètres. Ça, ici, toute cette herbe-là, c'est les résonances du miroir normal. Oui. Donc, ils sont beaucoup plus basses. Et ce qu'on espère, c'est encore augmenter le facteur de qualité mécanique du micro-miroir, ce qui va faire encore plus monter ces modes-là par rapport à ceux-là. Donc, on voit, disons que le miroir qui est devant, il est immobile, quasiment, Oui. pour ce qui concerne le micro-miroir. Et dans la boucle d'assainissement électronique, il y a un Oui. filtre passe-bande Oui. qui ne concerne qu'un mode. Oui. Donc on se refroidit sur un mode. Oui. C'est ça. On limite la plage. Bon, on pourrait le faire sur une plage plus large, mais après, c'est une question d'efficacité de la force. Il n'y a pas de limite, enfin, c'est une limite technologique. On sature la force si on prend une plage de fréquence trop large. Le miroir, aussi le résonateur dans son niveau fondamental. Comment on crée des états de superposition ou des états quantiques un peu plus complexes? Enfin, plus complexes, c'est déjà assez complexe. Mais... Bon, ça, c'est... Bon, il y a pas mal de... On ne sait pas très bien ce qu'on va voir, j'ai envie de dire. Quand on va arriver dans le régime fondamental, déjà, qu'est-ce qui arrive dans le régime fondamental, étant donné qu'on fait une mesure en continu, c'est pas le micro-résonateur tout seul, déjà. C'est le micro-résonateur couplé à la mesure, qui se retrouve dans un état fondamental. Première chose. Ensuite, en principe, si on veut faire des choses comme ça, il faut aller coupler avec des systèmes à 2 niveaux, des trucs comme ça. J'ai envie de dire. Mais qu'est-ce que ce serait le système à 2 niveaux? Bah, c'est pas des nanocristaux. Enfin, bon. Il y a des propositions plutôt avec les systèmes nanométriques de coupler avec des nanocristaux. Comme ça. C'est vraiment un domaine très ouvert actuellement, je dirais. Il n'y a pas de réponse toute faite à ce genre de questions. Bon, c'est un domaine où il y a beaucoup d'études actuellement. Enfin, il y a une limite quantique, si. C'est vrai, c'est les fluctuations. Sur le plan pratique, il y a quand même des limites technologiques. On espère que non, c'est-à-dire qu'on espère pouvoir se mettre à température au départ suffisamment basse pour après, quand on refroidit d'un facteur 1000 par friction froide, on arrive aux fluctuations quantiques fondamentales du système. Les limites technologiques qu'il peut y avoir, on les voit là en fait. C'est que quand on refroidit par friction froide, on élargit le pic. Et comme on agit sur le micro-miroir, on n'agit pas sur le reste. Donc il ne faut pas que, en élargissant le pic, il descend, et puis il refroidit en plus, il ne faut pas qu'il soit noyé dans le reste. Donc la limite technologique essentielle, c'est la dynamique de ce mode par rapport au fond. Et c'est ce qui nous limite actuellement. C'est-à-dire quand je dis qu'on descend de 300K à 5K, c'est parce que on a une dynamique ici qui est un facteur de qualité de l'ordre de 1000 à 10 000, et bien à un moment, on arrive dans le fond. Et là, on ne peut plus rien voir. Donc notre limite technologique actuelle, c'est ça. Et je pense que pour l'application atteindre le régime quantique, ça reste ça. C'est pour ça qu'on a intérêt à partir de facteurs de qualité plus élevés, de façon à pouvoir descendre par refroidissement d'un facteur 1000 à peu près, sans problème. Mais bon, une fois que ce genre de limite... Oui, en partant du Kelvin, on descend d'un facteur 1000. Si on a une dynamique suffisante sur le pic résonant, c'est bon. Et à ce moment-là, descendu d'un facteur 1000, normalement, les fluctuations qui restent correspondent à l'état fondamental du micro-résonateur. Bien, tu n'as pas du tout parlé des systèmes d'arborétaires, qui espèrent aussi atteindre quelque part. Comment ça se situe sur ton diagramme? Tu as parlé des microsystèmes. Alors, bon, c'est pas la même chose. Barre de Weber, c'est la limite quantique standard. Atteindre la limite quantique standard, ce n'est pas mettre le système dans son état quantique fondamental. On peut faire une mesure sur
Typiquement, je prends un micro-résonateur, je fais une mesure optique dessus, je compense effet de pression radiation, effet de bruit quantique de lumière, j'arrive à la limite quantique standard, donc qui correspond à ce qu'on veut faire sur les barres de Weber. Et ça, je le fais à des températures de l'ordre du Kelvin. Il suffit que le bruit thermique soit plus faible que ça, plus faible que le bruit de pression de radiation correspondant. Et ça, c'est pas le bruit quantique correspondant à l'état fondamental qui est beaucoup plus bas. Là, je suis au Kelvin, le bruit quantique fondamental, il est au millikelvin. Il y a un facteur 1000 entre les deux.